une plante en pot peut allumer une LED sans pile ni panneau solaire. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'électricité provient directement des racines à travers la Terre ordinaire. Des scientifiques l'ont prouvé en 2008, mais personne n'en parle. Une entreprise néerlandaise a éclairé 300 lampadaires uniquement grâce à des plantes. Chaque fleur chez vous produit déjà de l'électricité dans son terreau. Les bactéries du sol consomment le sucre des racines et libèrent des électrons comme déchets. Il vous suffit de 2 morceaux de tissu carbone et de fil électrique pour les assembler. L'installation prend 5 minutes et fonctionne pendant des années sans entretien. Après 3 semaines, la petite LED commence à briller grâce à la plante vivante. Maintenant, je vais vous montrer comment transformer n'importe quel pot en batterie vivante. Un pot, une fleur et 2 morceaux de tissu carbone dans un sol humide. C'est tout ce qu'il faut. Après 2 à 3 semaines, la petite LED commence à briller. Pas grâce à une pile, pas grâce à un panneau solaire, pas grâce à une prise murale. La lumière provient de la terre, d'une plante vivante qui fait ce que les plantes vivantes ont toujours fait. L'ampoule s'allume la nuit et reste allumée même quand les nuages couvrent le soleil pendant plusieurs jours. Elle brille parce que l'électricité ne vient pas du ciel, elle vient des racines. Des chercheurs de l'une des universités agricoles les plus respectées au monde ont prouvé que ça fonctionne. Une entreprise néerlandaise a utilisé cette technologie pour éclairer plus de 300 lampadaires. La seule raison pour laquelle vous n'avez pas encore récupéré du courant de vos plantes d'intérieur, c'est que personne ne vous a expliqué le principe jusqu'à aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai l'installation exacte de 5 minutes qui transforme n'importe quel pot en batterie vivante. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui se passe sous chaque plante que vous avez possédée. Si vous avez déjà regardé une plante d'intérieur posée tranquillement sur un rebord de fenêtre en pensant qu'elle ne faisait rien d'autre que verdir, vous allez apprendre quelque chose d'extraordinaire. Cette découverte va changer votre façon de voir la biologie, l'énergie et ce qui est vraiment possible avec un simple pot de terre. En ce moment même, pendant que vous écoutez ceci, un processus se déroule dans le sol de chaque plante en pot sur terre. Ce processus est si fondamental pour la vie qu'il fonctionne en continu depuis des centaines de millions d'années. Caché dans ce processus se trouve un flux d'électricité pure sur lequel nous avons marché, jardiné et que nous avons complètement ignoré tout au long de la civilisation humaine. Imaginez un peu, vos plantes d'intérieur pourraient secrètement produire de l'électricité en ce moment même. Le premier scientifique à prouver que les organismes vivants produisent de l'électricité était un professeur de l'université de Durham en Angleterre, nommé Michael Crest Potter. En 1911, il y a plus d'un siècle, il a publié des travaux démontrant un courant électrique mesurable produit par des microbes. Cela a été largement ignoré par la communauté scientifique, mais la technologie permettant de capturer l'énergie des plantes vivantes a été démontrée pour la première fois en 2008. Cela a été confirmé par des études évaluées par des pairs et publiées dans des revues que la communauté scientifique mondiale prend très au sérieux. La technologie ne nécessite ni carburant, ni pièces mobiles, ni entretien, autre que l'arrosage de la plante. La plante fait tout le travail. Vous devez juste savoir où placer les fils. Voici ce qui se passe réellement sous la surface de chaque pot de terre que vous possédez. C'est beaucoup plus étrange que vous ne pourriez l'imaginer. On nous apprend à l'école que la photosynthèse est élégante et efficace. La lumière du soleil frappe la feuille. La plante capte le dioxyde de carbone de l'air et l'eau du sol. En utilisant l'énergie du soleil, elle transforme ces ingrédients simples en glucose, du sucre, le carburant de la vie. Propre, simple, magnifique. Mais cette version de l'histoire oublie quelque chose d'énorme. Les plantes sont follement surproductives. Elles produisent bien plus de sucre qu'elles ne peuvent en utiliser pour leur croissance, et elles ne stockent pas l'excédent. Elles le pompent à travers les racines, directement dans le sol environnant. Des recherches publiées dans des dizaines d'universités à travers le monde ont établi un fait surprenant. Les plantes libèrent entre 5% et 21% de tout le carbone qu'elles fixent par photosynthèse directement par leur système racinaire. Certaines études mesurant des espèces spécifiques, dans certaines conditions, ont documenté des pertes allant jusqu'à 40%. Réfléchissez-y. Jusqu'à 1/5 de tout ce qu'une plante construit à partir de la lumière du soleil est délibérément poussé dans la terre. Ce n'est pas un défaut de conception ou du gaspillage. C'est une stratégie qui a été affinée par l'évolution au cours de 400 millions d'années d'histoire des plantes terrestres. Voici comment fonctionne cette stratégie, et c'est là que les choses deviennent inhabituelles. Les sucres qui s'échappent des racines attirent les bactéries, pas quelques bactéries, mais des milliards par gramme de sol. Elles affluent dans la zone racinaire, une zone que les scientifiques appellent la rhizosphère, et se régalent des sucres offerts par la plante. En échange de nourriture, les bactéries décomposent les minéraux emprisonnés dans les particules de sol et les convertissent en forme que la plante peut absorber. Azote, phosphore,
fer, zinc, manganèse, des nutriments dont la plante a désespérément besoin mais qu'elle ne peut extraire seule, sont soudainement livrés sur un plateau d'argent par des microbes payés en sucre. C'est un marché biologique, une économie symbiotique, et cela fonctionne sous chaque prairie, chaque forêt, chaque champ de blé et chaque jardin de cette planète depuis plus longtemps qu'aucune structure humaine n'existe. Mais voici la partie importante pour ce que nous construisons aujourd'hui. C'est un détail que le monde de l'énergie a été étonnamment lent à reconnaître. Lorsque ces bactéries digèrent les sucres végétaux, la réaction chimique produit bien plus que de simples nutriments pour la plante. Elle libère des protons et des électrons libres, de la charge électrique pure. Dans un sol normal, ces électrons sont immédiatement capturés par des molécules d'oxygène ou d'autres composés chimiques présents à proximité. L'énergie se dissipe sous forme de chaleur de faible intensité dans la terre environnante et disparaît à jamais. Chaque plante en pot que vous avez eue a déversé de l'électricité dans son sol pendant toute sa vie. Chaque pelouse de votre rue fait la même chose en ce moment même. Cette fuite est réelle, continue et mondiale. En 2008, une équipe d'ingénieurs environnementaux de l'université de Wageningen, aux Pays-Bas, a découvert comment l'intercepter. La technologie s'appelle pile à combustible microbienne végétale. Le nom semble compliqué, mais le principe frôle l'élégance. Vous créez 2 zones distinctes à l'intérieur du conteneur avec de la terre humide, une zone sans oxygène en bas et une zone riche en oxygène en haut. Vous enfouissez un morceau de matériau carboné électriquement conducteur dans la zone inférieure. C'est votre anode, votre électrode négative. Les bactéries qui vivent là-dessous mangent les sucres que les racines des plantes pompent continuellement dans le sol. Normalement, ces bactéries transféreraient leurs électrons usés à l'oxygène et l'énergie disparaîtrait sous forme de chaleur. Mais vous avez retiré l'oxygène de la zone en compactant fermement la terre humide. Les bactéries se retrouvent avec une pleine charge d'électrons et nulle part où les déverser. Elles cherchent la meilleure surface conductrice disponible. Elles trouvent votre électrode en carbone. C'est là que ça passe de la chimie intéressante à quelque chose qui vous donnera envie de partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Les bactéries ne restent pas simplement à côté de l'électrode en espérant que ça marche. Elles y sont physiquement connectées par des fils. Une espèce appelée Geobacter sulfur reducens, naturellement présente dans la plupart des sols terrestres, produit des filaments protéiques. Ces structures s'appellent pili électriquement conducteurs ou eupili. Ce sont des nanophiles. De véritables fils électriques de taille nanométrique poussent directement du corps de la bactérie, s'étendent vers l'extérieur et se fixent physiquement à la surface carbonée de votre électrode. Des scientifiques de l'Université du Massachusetts ont décrit ces structures pour la première fois en 2005 dans la revue Nature, l'une des publications scientifiques les plus prestigieuses au monde. Depuis, la microscopie à effet tunnel a confirmé ce fait étonnant. Ces nanophiles bactériens conduisent les électrons avec une réponse ohmique linéaire. Cela signifie qu'ils se comportent comme de vrais fils métalliques. Une bactérie plus petite qu'un globule rouge humain fait pousser des câbles conducteurs depuis son propre corps. Elle se connecte à votre électrode comme si elle était branchée sur une prise. Une fois connectées, les bactéries se multiplient, attirent leurs voisines et forment un revêtement vivant dense sur les fibres de carbone. Ce revêtement s'appelle biofilm et c'est le moteur de tout le système. Des milliers de bactéries, chacune connectée par des fils, chacune déversant des électrons à l'anode, chacune convertissant les sucres végétaux en courant électrique. Les électrons s'accumulent sur le feutre de carbone et veulent rejoindre l'oxygène en surface, mais le sol les bloque. Le seul moyen de s'échapper est le fil que vous avez connecté à l'anode. Il remonte le fil à travers le petit appareil que vous avez branché et arrive à la cathode, la seconde électrode située près de la surface du sol. Là, il rencontre enfin l'oxygène, se combinent avec les protons de l'eau du sol et forment une molécule d'eau pure. Voici le cycle complet. La lumière du soleil frappe la feuille produit du sucre. Les racines poussent le sucre dans le sol, les bactéries mangent le sucre, les électrons circulent dans votre fil. L'eau se forme en haut. Pas de combustion, pas de dégradation, pas de pollution, pas de carburant consommé. La plante continue de pousser, les bactéries continuent de se multiplier, le soleil continue de briller. Ce n'est pas une batterie qui se décharge, c'est un moteur métabolique vivant qui s'entretient lui-même tant que la plante est en vie. Un pot produit environ 3/10 à 7/10 de volt. Je vais être franc avec vous parce que je pense que vous méritez l'honnêteté. Ça n'alimentera pas votre réfrigérateur. Un pot ne chargera pas votre téléphone. Quiconque prétend le contraire exagère l'état actuel de la technologie. Mais un pot affichera une tension mesurable sur un multimètre. Un seul pot connecté à une LED, basse consommation, produira une lueur faible, mais continue à partir d'une plante vivante,
dans de la terre humide. Pas de batterie, pas de recharge, pas de date d'expiration. Ce qu'un pot fait seul, plusieurs pots le font ensemble. C'est un principe que les ingénieurs néerlandais ont prouvé en voyant grand. En novembre 2014, la société Planteux a lancé un projet qu'ils ont appelé Ciel étoilé. Planteux était une émanation directe de la recherche de l'université de Wageningen, cofondée par Marjolein Helder, qui a développé la technologie pendant son doctorat, et David Strick, le chercheur qui a proposé le premier de combiner les plantes avec des piles à combustible microbiennes. Pour le projet Ciel étoilé, ils ont installé des conteneurs de plantes modulaires dans un ancien dépôt de munitions militaires près d'Amsterdam appelé Hembrugge. Chaque module contenait des plantes aquatiques indigènes poussant dans de la terre avec des électrodes en carbone en dessous. Ils ont connecté les modules en série et en parallèle et ont posé les fils. Un soir de novembre, alors que la foule se tenait dans le parc et levait les yeux, plus de 300 lumières LED se sont allumées. L'électricité provenait entièrement de plantes vivantes et de bactéries se nourrissant de leurs racines. Pas un seul panneau solaire, pas une seule éolienne, pas une seule connexion au réseau électrique. L'herbe était déjà là, le sol était déjà là, les bactéries étaient déjà là. Plante a simplement enterré le filet et récolté ce que la nature offrait gratuitement. La deuxième installation a été mise en service près de Wageningen, où ils ont démontré des chargeurs de téléphone alimentés par l'énergie des plantes. Plante a été désignée pionnière technologique par le Forum économique mondial. Un designer nommé Dan Roosegaard est allé encore plus loin. Il a créé un produit grand public appelé Living Light, une lampe de table alimentée entièrement par une seule plante en pot. Pas de câble, pas de batterie, pas de prise. Un spathiphyllum dans un contenant en verre soufflé avec une électrode de carbone enfouie sous ses racines. Vous touchez la feuille, le capteur le détecte et la lampe s'allume. L'électricité provient du métabolisme même de la plante. Il a présenté cela à la conférence TEDx d'Amsterdam. La salle s'est obscurcie et la plante s'est mise à briller. Il s'est ensuite associé à la ville de Rotterdam pour créer un sentier de 35 mètres dans un parc public. Chaque lampe était alimentée par la végétation à côté d'elle. Un sentier pédestre dans une ville européenne éclairée par la biologie. Pas de lignes électriques, pas de tranchées, pas d'infrastructure électrique, seulement de la terre, des racines, des bactéries et un treillis de carbone. Si cette image ne vous fait pas vous arrêter et reconsidérer ce qu'est réellement une plante, je ne sais pas ce qui le fera. Maintenant, voici où les chiffres commencent à remodeler votre vision de la Terre. Les piles à combustible microbiennes végétales modernes génèrent 0,4 watts par mètre carré de surface de croissance végétale. Cela semble presque négligeable, mais l'équipe de recherche de Wageningen a calculé une production maximale théorique de 3,2 watts par mètre carré. À cette densité, un toit végétalisé de 100 mètres carrés pourrait générer 280 kWh par an, assez d'électricité pour alimenter un ménage moyen aux Pays-Bas. Imaginez chaque toit plat de votre ville planté de carex et d'herbes poussant tranquillement sous la pluie. En dessous, un treillis de carbone collecte silencieusement les électrons que les plantes cèdent à l'obscurité. Aucun impact visuel, aucun bruit, aucune pièce mobile, aucune émission. Le bâtiment cultive un jardin sur le toit en surface et génère de l'électricité par en dessous. Mais poussons l'échelle encore plus loin. Une thèse de doctorat achevée à Wageningen en 2020 a spécifiquement examiné les piles à combustible microbiennes végétales intégrées dans les rizières. Les rizières sont naturellement inondées et le sol au fond est déjà anaérobie. Les conditions pour une pile à combustible microbienne végétale existent dans chaque rizière sur Terre sans aucune modification. L'étude a confirmé que les piles à combustible à base de riz génèrent de l'électricité utilisable tant que la culture de riz continue de croître normalement. Un agriculteur récolte du riz et de l'électricité du même champ en même temps sans réduire le rendement alimentaire. On estime qu'il y a 160 millions d'hectares de rizières dans le monde. Même aux densités de puissance modestes d'aujourd'hui, parsemer une portion significative de cette surface d'électrode en treillis de carbone représente une source de gigawatts d'énergie, et cela ne nécessite de brûler quoi que ce soit. Alors, pourquoi la plupart des gens n'en ont-ils jamais entendu parler ? 3 raisons, et les comprendre explique non seulement cette technologie, mais aussi comment des idées prometteuses restent coincées entre le laboratoire et votre salon. La première raison est la densité de puissance. 0,4 watts par mètre carré ne peut tout simplement pas rivaliser avec des panneaux solaires générant 150 à 200 watts par mètre carré en plein soleil pour l'alimentation du réseau. Les calculs ne sont pas encore favorables, les ingénieurs le savent, les chercheurs le savent, la technologie n'est pas cachée, elle se développe. L'écart entre la production actuelle et le maximum théorique est là où le vrai travail se fait dans les laboratoires, aux Pays-Bas, dans des essais sur le terrain en Asie
et dans un nombre croissant de programmes universitaires à travers le monde. La deuxième raison est la structure économique. L'industrie énergétique mondiale est construite autour de la génération et de la distribution centralisée. Centrales électriques, lignes de transmission, sous-stations, compteurs, factures mensuelles. Une technologie qui génère de minuscules quantités d'électricité au point d'utilisation à partir de plantes qui poussent déjà ne s'intègre pas facilement dans ce modèle. Non pas parce qu'elle menace qui que ce soit, mais parce qu'il est vraiment difficile de construire une entreprise autour d'un processus qui se produit gratuitement dans la Terre. Pas de carburant à vendre, pas de consommables à remplacer. Les bactéries n'exigent pas d'abonnement. Elles mangent du sucre et libèrent des électrons peu importe qui détient le brevet. La troisième raison, et c'est la plus décevante, est le fossé matériel. Le composant critique, le feutre de carbone, est un matériau industriel. Il n'est pas vendu dans votre quincaillerie locale, ni stocké dans les jardineries. Si vous entrez dans n'importe quel magasin de bricolage et dites que vous voulez construire une batterie végétale, vous obtiendrez un regard vide. La personne moyenne qui entend parler de cette technologie et tente de la reproduire avec quelque chose qui traîne à la maison finit par construire une batterie chimique rudimentaire qui se corrode, empoisonne le sol et meurt en quelques jours. Elle conclut que tout le concept est une arnaque. L'échec n'était pas dans la science, mais dans les matériaux. Et parce que les bons matériaux existent en dehors de la chaîne d'approvisionnement normale des consommateurs, la plupart des gens n'ont jamais une chance équitable de voir comment ça fonctionne. Heureusement, ces matériaux ne sont qu'à une recherche en ligne et ils coûtent moins cher qu'un sac de terreau. Donc, la recherche continue dans le milieu académique, les démonstrations s'accumulent et le marché grand public attend que quelqu'un l'emballe. Vous n'avez pas à attendre, voici exactement comment faire. Je veux que vous compreniez quelque chose avant de commencer. Ce que je m'apprête à décrire semblera trop simple. Vous penserez que je saute des étapes. Ce n'est pas le cas. La raison pour laquelle cela fonctionne est que les bactéries existent déjà dans votre sol. La plante produit déjà du sucre, une réaction électrochimique se produit déjà dans chaque pot que vous possédez. Tout ce que vous faites, c'est donner aux électrons un chemin à suivre et une raison de circuler dans votre fil plutôt que de disparaître dans la Terre. Voici ce dont vous avez besoin. Un contenant non métallique. N'importe quel récipient étanche non métallique qui retient la terre et reste humide. Un seau en plastique ou un grand pot de pépinière en plastique fonctionne bien. Évitez les contenants métalliques car ils perturbent l'électrochimie. Percez ou faites un petit trou près de la base pour que votre fil puisse sortir. Scellez ensuite le trou avec du silicone ou du ruban étanche. Le feutre de carbone est un tissu léger et flexible fait de fibres de carbone pures. Il est conducteur électrique, biologiquement inerte et non corrosif. Sa structure fibreuse offre aux bactéries une énorme surface à coloniser. Une pièce est votre anode en bas, l'autre est votre cathode en haut. Vous pouvez trouver du feutre de carbone chez la plupart des grands détaillants en ligne. Une feuille suffisamment grande pour ce projet coûte entre 8 et 15 $. Découpez 2 morceaux de la taille approximative du fond de votre contenant. Du fil métallique. Vous avez besoin de 2 longueurs de fil qui ne se corroderont pas dans un sol humide. Le fil en acier inoxydable est facile à trouver et fonctionne bien. Le fil de titane est idéal pour une durabilité maximale car il est complètement inerte, mais l'acier inoxydable durera des années. N'utilisez pas de cuivre. Le cuivre se corrode dans un sol humide, libère des ions toxiques et empoisonne à la fois les bactéries et la plante. C'est la raison pour laquelle la plupart des expériences domestiques échouent. Le mauvais fil tue la biologie. Spathiphyllum. Il est largement disponible, tolère la faible luminosité, prospère dans un sol humide et possède un système racinaire vigoureux qui colonise rapidement le feutre de carbone. Le Cyperus alternifolius est une excellente alternative. N'essayez pas avec des plantes grasses ou des cactus. Ils ne produisent pas assez de sucre pour alimenter le moteur bactérien. Compost et terre. Terreau mélangé avec une poignée de compost mûr. Le compost introduit une variété de microbes qui accélèrent la formation du biofilm. Séparateur. Une couche de sable fin ou de mousse de tourbe humide pour assurer la séparation entre la zone d'anode et la zone de cathode. Multimètre. Un multimètre numérique de base pour surveiller votre tension. Environ 10 $. LED. Une LED rouge basse consommation. Voici une installation de 5 minutes. Posez votre premier morceau de feutre de carbone à plat au fond du contenant. Tissez votre premier fil à travers le feutre de manière à ce qu'il établisse un contact solide et réparti avec les fibres. Faites passer le fil par le trou du fond. C'est votre anode. Remplissez le contenant environ au tiers avec de la terre humide mélangée à du compost. Tassez fermement et éliminez les poches d'air. Cette couche doit devenir sans oxygène. Plus vous la tassez humide et dense,
Plus vite, les microbes absorberont l'oxygène restant et créeront les conditions anaérobies dont le système a besoin. Ajoutez environ 2 à 3 cm de sable humide ou de mousse de tourbe par-dessus. C'est votre séparateur. Il ralentit la diffusion de l'oxygène vers l'anode. Placez votre deuxième morceau de feutre de carbone sur le sable. Tissez votre deuxième fil à travers en faisant sortir ce fil vers le haut et hors du contenant. C'est votre cathode. Remplissez l'espace restant avec de la terre et plantez votre spathiphyllum ou cyperus directement dans la couche supérieure. Arrosez généreusement jusqu'à ce que la surface soit brillante. Ce système doit rester constamment humide, pas détrempé. Humide. L'eau est bien plus qu'un simple moyen de garder une plante en vie. C'est le milieu de transport ionique entre l'anode et la cathode. Sans eau, le circuit électrochimique se rompt. Si vous partez en vacances une semaine et que la terre se dessèche, la tension chutera presque à zéro. Mais voici ce qui est magnifique avec un système vivant. Arrosez-le à nouveau. Laissez la terre se réhydrater. En un jour ou deux, les bactéries reprennent le travail et la tension est rétablie. Le biofilm ne meurt pas d'une sécheresse temporaire. Il entre dans un état dormant et attend. Quand l'eau revient, il se réveille et se remet au travail. Autre remarque pratique. Si votre tension se stabilise plus bas que prévu, la solution la plus courante est d'ajouter une fine couche de compost frais sur le dessus et de l'arroser. Cela donne un nouveau coup de pouce à l'activité microbienne dans la zone d'anode. Considérez cela comme un ravitaillement de votre moteur. Le feutre de carbone dure presque éternellement. Les fils ne se dégradent pas. La seule chose dont le système a toujours besoin, c'est de matière organique pour nourrir les bactéries. Une plante saine fournit elle-même la majeure partie de cela par ses racines. Vient maintenant la partie difficile. L'attente. Et je le dis, sincèrement, l'attente va vous mettre à l'épreuve. Le premier jour, votre multimètre affichera près de 0, peut-être 0,02 volts. Peut-être rien, ne touchez à rien, n'arrosez pas trop, n'ajoutez rien à la terre. Le système n'est pas cassé. Les bactéries n'ont simplement pas encore trouvé le feutre de carbone. Elles sont là dans le compost que vous avez ajouté, dans la terre elle-même, mais elles n'ont pas colonisé l'électrode. Elles n'ont pas développé leur nanophile, le moteur n'a pas démarré. Soyez patient, gardez la terre humide. C'est votre seule tâche durant la première semaine. À la fin de la première semaine, les lectures commencent à grimper. 5 centièmes de volt, puis 1/10. Quelque chose se passe là-dessous dans l'obscurité. Les bactéries s'accrochent aux fibres de carbone et déploient leur pili conducteur. Le biofilm se forme. La deuxième semaine, quelque chose change. Vous vérifiez le multimètre et le chiffre bondit. 0,2 de volt, puis 0,3. La zone anodique est devenue complètement anaérobie. La colonie bactérienne s'est établie, densifiée et déverse activement des électrons sur le feutre de carbone, n'ayant nulle part ailleurs où les envoyer. À la 3e ou 4e semaine, la plupart des installations domestiques se stabilisent entre 0,3 et 0,7 de volt. La mesure reste stable, fluctuant à peine, car le système a atteint un équilibre vivant. La plante produit du sucre. Les bactéries consomment le sucre et libèrent des électrons. Les électrons circulent dans votre fil jour et nuit, qu'il pleuve ou qu'il vente, été comme hiver, tant que la plante est vivante et le sol humide. Ce n'est pas une batterie qui se vide, c'est un cycle métabolique qui s'entretient lui-même. Connectez votre LED à 2 fils et regardez-la briller. Un seul pot donnera une lueur faible. C'est normal, mais laissez-moi vous dire ce que ça fait la première fois que vous le voyez. Vous avez un pot de terre, une plante achetée 8 $, 2 morceaux de tissu de carbone et 2 fils. Aucune batterie nulle part, aucune prise, aucune réaction chimique qui se consume. Une minuscule lumière rouge brille dans l'obscurité, alimentée uniquement par la relation entre la plante et les organismes invisibles vivant dans son sol. Ce moment a quelque chose de difficile à mettre en mots. Ce n'est pas une question de luminosité. C'est une question de principe. Vous observez la biologie générer de l'électricité en temps réel. Vous observez un processus à l'œuvre sur cette planète depuis avant les dinosaures. Vous lui avez simplement donné un fil conducteur et une raison de se manifester. Maintenant, pour obtenir une lumière plus vive ou alimenter quelque chose de plus conséquent, vous empilez. Connectez 2 pots en série. La borne positive de l'un à la borne négative du suivant et votre tension double. 3 pots la triplante. 10 pots connectés en série vous donneront 3 à 7 volts. Cela alimente facilement un réseau de LED lumineuses. Cela fait fonctionner indéfiniment un capteur d'humidité du sol basse consommation pour votre jardin. Cela alimente un microcontrôleur basse consommation ou un petit thermomètre numérique. Imaginez la scène. Une étagère près de votre fenêtre avec 5 lys. Chacun dans son propre seau. Chacun relié par des fils au suivant. Les plantes sont vertes et saines et font ce que font les plantes d'intérieur. Mais en dessous, invisible, une chaîne de batteries vivantes fonctionne. La tension combinée alimente une bande de LED à lumière chaude le long de l'étagère.
aucune prise, aucun cordon relié au mur, aucune batterie à remplacer. Les lampes brillent parce que les plantes sont vivantes. Si un visiteur demande où sont branchées les lampes, vous lui direz qu'elles sont branchées dans la terre et vous regarderez son visage. C'est le genre de moment que cette technologie crée, passée à l'échelle supérieure. Une salle de classe, avec 15 plantes en pot le long du rebord de fenêtre, connectées ensemble, alimentant un petit affichage de station météo montrant température et humidité. Les enfants n'arrosent pas seulement les plantes, ils soutiennent le réseau énergétique, ils surveillent la tension sur le multimètre, ils apprennent que l'électricité ne vient pas seulement des prises et des batteries, elle vient du travail métabolique d'organismes trop petits pour être vus. Cette leçon n'existe dans aucun manuel que j'ai lu, mais elle existe bel et bien dans un seau de terre sur l'étagère de la classe. Le principe qui a allumé 300 lampadaires à Amsterdam se transpose à votre rebord de fenêtre comme à une rizière en Indonésie. La physique est identique à tous les niveaux. Maintenant, réfléchissez-y un instant. On estime qu'il y a 1,5 milliard de foyers sur cette planète. Des centaines de millions d'entre eux ont au moins une plante en pot à l'intérieur. Chacune de ces plantes a laissé fuir de l'électricité dans son pot toute sa vie. Et pas une seule personne dans ce foyer ne savait que cela se produisait. Chaque parterre de jardin que vous avez travaillé a libéré des électrons dans le sol sous vos genoux. Chaque zone humide, chaque marécage, chaque sol forestier sur Terre est animé par une réaction électrochimique continue, alimentée par la lumière du soleil, maintenue par les bactéries, et propulsée par le plus ancien système de capture d'énergie de la biologie. Nous l'avons pavé, tondu, composté. Nous n'avons jamais pensé à planter un fil dans la terre, et écouter ce que le sol essayait de nous dire. C'est ce qui la rend fondamentalement différente de toute autre technologie énergétique existante. Les panneaux solaires se dégradent en 20 à 30 ans. Les éoliennes nécessitent un entretien constant. Les batteries au lithium perdent de la capacité à chaque cycle de charge et laissent derrière elles des déchets miniers toxiques quand elles meurent. Une pile à combustible microbienne végétale ne fait rien de tout cela. Le feutre de carbone ne se corrode pas. Les bactéries se reproduisent indéfiniment. La plante pousse, fleurit et peut être replantée quand elle devient trop grande. Le système entier est vivant. Quand quelque chose de vivant s'affaiblit, il se restaure. Quand la pile à combustible perd en performance, vous ajoutez du compost frais et la colonie bactérienne se restaure. Quand une plante atteint la fin de sa vie naturelle, vous en plantez une nouvelle et le cycle recommence. Il n'y a aucun flux de déchets. Le seul sous-produit chimique est l'eau. Pendant que le système fonctionne, la plante capte activement le dioxyde de carbone de l'air pour produire des sucres qui nourrissent les bactéries génératrices d'électricité. Cette technologie n'est pas neutre en carbone, elle est négative en carbone. Elle purifie l'atmosphère en produisant de l'énergie. Je veux vous laisser avec une dernière image. On estime qu'il y a 390 milliards d'arbres sur Terre. Plus de 300 000 espèces de plantes à fleurs. Chacune d'elles diffuse des sucres par ses racines dans le sol. Chacune d'elles nourrit des communautés de bactéries qui libèrent des électrons comme déchets métaboliques. L'énergie électrochimique totale traversant les sols de cette planète chaque jour est un nombre presque trop grand pour être compris. Nous sommes assis sur une batterie vivante de la taille d'un continent et nous avons été trop occupés à construire des centrales à charbon pour le remarquer. Nous exploitons une infime fraction de cette énergie avec un morceau de tissu de carbone et 2 fils et obtenons une lumière brillante depuis un pot de terre. Cela seul devrait changer votre perception de ce qui se trouve sous vos pieds, mais les chercheurs de Wageningen n'avaient pas terminé. Leurs travaux publiés les plus récents confirment que les électrodes enrichies en nanomatériaux et les communautés microbiennes optimisées augmentent la densité de puissance année après année. Les nouvelles conceptions d'électrodes utilisant des granules de charbon actif et des composites de graphène montrent des gains d'efficacité impossibles il y a 5 ans. Le plafond théorique de cette technologie n'a pas été atteint. Les chercheurs qui l'ont construite pensent qu'on en est peut-être même loin. Vous n'avez pas besoin d'attendre ce plafond. Vous pouvez construire la version actuelle dès aujourd'hui. Un pot, une plante, 2 morceaux de feutre de carbone, 2 fils, 5 minutes d'installation. Les bactéries qui se trouvent dans la terre de votre jardin depuis des millions d'années attendent que quelqu'un leur donne un travail. Les matériaux coûtent moins cher qu'un dîner pour 2. Le système fonctionne pendant des années et ne vous demande rien d'autre que de l'eau et une fenêtre ensoleillée. Quand quelqu'un visite votre maison et remarque cette faible lumière rouge dans le coin et demande ce que c'est, vous lui dites que c'est une LED alimentée par une plante en pot et les bactéries vivant dans son sol. Ils ne vous croiront pas. Ils s'approcheront, chercheront une batterie cachée et vérifieront le câble derrière l'étagère. Quand ils ne trouveront rien
Quand ils réaliseront que la lumière provient de la Terre, des racines et d'organismes invisibles faisant ce qu'ils font depuis le début de la vie sur cette planète, quelque chose changera dans leur façon de voir le monde. C'est ce que fait cette technologie avant même d'alimenter un lampadaire. Elle change ce que les gens pensent possible. Le sol n'est pas mort, il est électrique et il attendait que vous le remarquiez. Si cela a changé votre compréhension de ce qui pousse sous vos pieds, abonnez-vous. J'ai beaucoup d'autres vidéos comme celle-ci à venir et la prochaine va encore plus loin. À bientôt dans la prochaine.